Du point de vue macroéconomique, l'innovation est un facteur de prospérité des nations. C'est vrai. Mais en pratique, si l'on considère les choses du point de vue de l'entrepreneur, l'innovation est-elle vraiment la clé de la réussite dans les affaires? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette conférence. En 1934, Joseph Schumpeter a brossé en quelques pages le portrait de l'entrepreneur. Ces pages sont parmi les plus citées de toute la littérature en sciences économiques. Pour Schumpeter, un entrepreneur est un agent économique qui introduit un nouveau produit, développe une nouvelle méthode de fabrication, crée un nouveau marché, conquiert de nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières ou réorganise une industrie. Soit. Mais tous les entrepreneurs ne sont pas des hommes d'affaires et tous les hommes d'affaires ne sont pas des entrepreneurs. Il n'est ni nécessaire ni suffisant d'être un entrepreneur schumpeterien pour être un homme d'affaires qui réussit. En effet, l'innovation est coûteuse et risquée. Par conséquent, beaucoup d'innovateurs échouent, tandis que d'habiles hommes d'affaires parviennent à capter les innovations faites par d'autres pour établir ou renforcer leurs entreprises et les rendre plus durables. Le livre Portrait de l'homme d'affaires en prédateur, que j'ai publié avec Catherine Villermot aux éditions La Découverte, étudie le parcours de 32 hommes d'affaires qui ont accumulé une fortune personnelle considérable en moins de 20 ans. Un peu plus de la moitié de ces succès peuvent s'expliquer en partie par l'innovation. Mais seulement 22% de ces hommes d'affaires sont les inventeurs des innovations techniques qui ont fait leur succès. Dans 44% des cas, l'invention décisive a été réalisée par un collaborateur. Dans 25% des cas, l'invention a été récupérée quasi gratuitement et utilisée. Et dans 22% des cas, elle a été acquise dans des conditions avantageuses, le vendeur étant en position de faiblesse. Comment la littérature économique a-t-elle pu, à ce point, surévaluer l'importance de l'innovation dans les affaires? C'est ce que nous allons voir en révisant les écrits de quelques grands auteurs. Adam Smith, dans son ouvrage fondateur de 1776, The Wealth of Nations, affirme que la division du travail contribue à améliorer l'efficacité dans l'industrie. Dans les toutes premières pages de son livre, il prend pour exemple la célèbre manufacture d'épingles. Adam Smith croit qu'en spécialisant le travail de chacun, le fabricant a amélioré l'efficacité technique de son atelier. Mais Adam Smith se trompe. Il se trompe parce qu'il n'a jamais visité la manufacture d'épingles normande. Il a lu la description illustrée dans l'encyclopédie de Diderot. En réalité, après la mise en place de la nouvelle organisation du travail, l'efficacité technique de cet atelier ne s'est pas améliorée, elle s'est dégradée. Et pourtant, le fabricant a fait une très bonne affaire parce que le coût du salaire moyen a baissé. En divisant les tâches, le fabricant a pu remplacer des ouvriers qualifiés par des femmes et des enfants payés beaucoup moins cher. Leur qualification n'était pas reconnue. Leur statut social rendait acceptables des salaires bien plus bas que ceux des hommes. Donc, c'est l'exploitation des préjugés d'une époque et des inégalités sociales qui ont permis à cette manufacture d'épingles de se développer. La mécanisation a suivi. Elle a été financée grâce aux bénéfices obtenus dans un premier temps par la baisse du coût du travail. Voici un second exemple d'auteur célèbre et qui se trompe. Alfred Chandler, professeur de Business History à Harvard,
a publié en 1977 The Visible Hand, la main visible des managers. C'est sans doute le livre d'histoire économique le plus connu et le plus cité. Chandler y présente, entre autres, le cas de James Buchanan Duke, un entrepreneur qui possède une petite manufacture de tabac régionale en 1880 et qui, en 1910, détient le quasi-monopole de la vente de tabac dans tous les États-Unis. Alfred Chandler, suivant Schumpeter, propose une explication purement technico-économique à cette ascension fulgurante. Selon lui, Duke serait un innovateur qui réussit parce que ses innovations lui ont conféré un avantage compétitif en termes d'efficience, réduction des coûts de production et de distribution, et d'efficacité, meilleur service rendu aux consommateurs. Mais revenons aux sources pour nous approcher de plus près de la réalité des affaires. Chandler s'appuie sur le travail de recherche d'un de ses doctorants, Patrick Porter, qui a travaillé sur les James Buchanan Duke Papers, un fonds documentaire jalousement gardé par la bibliothèque de la Duke University. Lorsqu'on revient à ces sources, on voit s'ouvrir une liste bien plus longue de facteurs explicatifs du succès de James Buchanan Duke, comme par exemple cette machine inventée par les frères Bonzac. Les frères Bonzac sont des inventeurs indépendants. Ils ont conçu une machine qui permet de rouler automatiquement des milliers de cigarettes par jour. Et personne ne veut le racheter. Duke récupère donc la machine presque pour rien, parce que les deux inventeurs géniaux sont au bord de la faillite. Mais ce n'est pas tout. Duke s'assure la propriété exclusive des brevets de cette machine. Et malgré plusieurs procès, il parvient à en interdire l'usage à ses concurrents. Et il finira par les racheter tous, les uns après les autres, pour former le monopole de l'American Tobacco Company. Vous voyez donc que Duke n'a pas seulement ruiné ses concurrents en monopolisant une invention technique faite par d'autres. Il a fait d'autres choses aussi. Par exemple, il a fait considérablement baisser le prix des feuilles de tabac achetées aux planteurs de Virginie. Ce résultat a été obtenu en s'abordant littéralement le système traditionnel de la vente aux enchères des feuilles de tabac. Les acheteurs de Duke ont consenti des prêts aux planteurs en échange d'un contrat de fourniture exclusive. Et petit à petit, il a pu imposer son tarif, ce qui a contribué à répandre la misère dans le monde agricole. Ainsi, on peut dire que ce sont des activités de prédation et non pas d'innovation qui expliquent dans un premier temps la réussite de James Buchanan Duke dans l'industrie du tabac. Il y aura bien des innovations, comme par exemple la conception de wagons de chemin de fer bien aérés pour éviter que les feuilles de tabac moisissent, ou bien l'invention de la publicité pour les cigarettes, ou bien la mise en place d'agences commerciales dans toutes les villes des États-Unis pour vraiment pousser la vente. Mais ces innovations n'interviennent que dans un second temps et sont financées grâce aux avantages compétitifs acquis selon des procédés peu avouables et qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec la rationalité économique et le progrès technique. Prenons un troisième et dernier exemple. Les manuels de management expliquent la réussite d'IKEA par une série d'innovations qui auraient révolutionné l'industrie du meuble. Vous les connaissez tous. Les meubles en kit, le stockage en entrepôt à côté du magasin, le transport des meubles en carton plat par les clients eux-mêmes et le fameux design typiquement suédois. Tout cela aurait permis une baisse des coûts sans nuire à la qualité. Il faut une nouvelle fois en revenir aux sources.
L'aventure d'IKEA commence dans les années 1950 par la vente par correspondance. Les prix sont bas, mais la qualité est catastrophique. Les chaises cassent après 8 jours d'utilisation. C'est Gilles Lundgren, un designer, qui en 1953 a l'idée du meuble en kit dans des cartons plats. Cette idée est censée faciliter la vente par correspondance, mais ça ne marche pas. En 1956, IKEA n'emploie toujours que 30 employés. Ses produits ont mauvaise réputation et ses méthodes commerciales douteuses sont réprouvées par l'association professionnelle des fabricants de meubles suédois qui décide de son boycott. Ne pouvant plus s'approvisionner en Suède, IKEA n'a alors d'autre choix que de se tourner vers l'importation de meubles fabriqués à l'étranger. En 1961, en pleine guerre froide, Ingvar Kamprad, le patron d'IKEA, signe un contrat avec la Paged, agence polonaise pour l'exportation des industries de l'ameublement. Et à partir de 1961, la Pologne fabrique pour IKEA 2 millions de bibliothèques Billy, 3 millions d'étagères Ivar et plus d'1 million de chaises Ogla, devenues le symbole de la qualité IKEA à moindre prix. Le bloc communiste fournit presque un cinquième des meubles IKEA et les prix de revient sont incroyablement bas. Au moins 50% moins cher que si ça avait été fabriqué en Suède. Après la chute du rideau de fer, vous vous en doutez bien, les Polonais ont rompu le contrat. Et IKEA n'a pas eu d'autre choix que d'accepter de considérables hausses de prix de revient ou bien aller s'approvisionner ailleurs, plus loin, vers l'Asie. Ainsi, on peut dire que l'origine de la fortune d'IKEA, c'est l'exploitation des ouvriers polonais sous le joug du Parti communiste. L'exemple d'IKEA montre que l'innovation est souvent la conséquence, plutôt que la cause, de la réussite en affaires. Jusqu'en 1960, la fameuse qualité suédoise d'IKEA commence par une non-qualité catastrophique. Puis la qualité à bas prix devient possible, mais seulement grâce aux bonnes relations avec les autorités communistes de Pologne. Et la fortune d'Ingvar Kamprad est déjà bien établie lorsque son fameux système innovant de magasins est enfin au point en 1971. Vous voyez donc que les professeurs de gestion confondent la cause et la conséquence lorsqu'ils affirment que l'innovation a été la clé de la réussite d'IKEA. Une étude plus attentive de la chronologie conduit à dire, plus modestement, que financée par de bonnes affaires préalables, l'innovation a permis, dans un second temps, de consolider l'entreprise et de la rendre plus durable. Pour conclure, on peut dire que, d'un point de vue chronologique, la place de l'innovation dans le développement des entreprises n'est pas première, mais seconde. Acquise au bon moment et si possible à bon compte, l'innovation permet de faire durer une entreprise qui a souvent été fondée sur d'autres bases. Bon, vous pensez peut-être en m'écoutant que je suis le représentant un petit peu ringard de l'ancienne économie et qu'à l'époque d'Internet, des startups, de la haute technologie, à une époque où tous les jeunes gens se disent entrepreneurs ou innovateurs, les explications que je vous propose n'ont plus cours. Mais connaissez-vous le nom de la première entreprise à avoir été leader mondial des logiciels de traitement de texte? Connaissez-vous le nom de la première entreprise à avoir été leader mondial des bases de données ou bien des tableurs? Avez-vous entendu parler de WordStar International, de VisiCorp ou de Ashton Tate? Non. Non, parce que ces trois entreprises ont été de grandes innovatrices, pionnières dans leur domaine, mais qui, entre 1979 et 1994, sont toutes tombées dans les mains de Bill Gates, fondateur de Microsoft. Et savez-vous quelle est la devise de Bill Gates? Vous la connaissez peut-être. Dans les affaires, on n'obtient pas ce que l'on mérite,
mais seulement ce qu'on négocie. Cette formule résume parfaitement un principe fondamental de la vie des affaires, principe qui s'applique même dans un contexte comme celui de la Silicon Valley, où les innovations sont incessantes et multiples. Les hommes d'affaires tirent parti d'un écosystème où des innovations rendent possible la croissance des entreprises. Ils utilisent les savoirs et les savoir-faire de toute une collectivité. L'homme d'affaires qui réussit est celui qui dispose des moyens de s'approprier ces savoirs collectifs, celui qui tire parti des idées nouvelles parce qu'il dispose des ressources nécessaires pour les valoriser. C'est-à-dire pour les transformer en dollars ou en euros. De ce point de vue, Bill Gates était bien placé, parce que son papa était avocat d'affaires, que l'un de ses grands-pères était président d'une banque et que sa maman siégeait au conseil d'administration de plusieurs entreprises. Voilà. Merci d'avoir écouté cette conférence. La prochaine fois, nous aborderons une nouvelle question. Faut-il prendre des risques pour réussir en affaires ? Je vous remercie.